Selon certaines croyances, notre âme choisirait de venir s'incarner dans notre vie actuelle pour réaliser une sorte de but à atteindre, en fonction de ce que nous aurions vécu dans nos vies antérieures. Mais au quotidien, nager contre le courant de sa nature véritable peut malgré tout devenir épuisant. Christophe Médici, psychosociologue, nous aide à focaliser notre recherche de la meilleure version de nous-mêmes en utilisant le répertoire de la chanson française. Faire découvrir sa mission de vie pour contribuer à l'épanouissement collectif, et si c'était ça changer le monde? Christophe, merci à toi de m'accueillir ici. Oui, ravi. Alors aujourd'hui, on est là pour parler à la fois de ton livre, mais aussi de ce que tu fais. Quelle activité tu exerces en fait pour ceux qui ne te connaisseraient toujours pas? Ah oui, alors déjà, je suis psychosociologue de formation. Oui. Et dans la formation en tant que formateur et coach. Donc, si tu veux, hein, j'ai 4 casquettes et conférencier aussi. Et je suis un homme de la formation depuis 30 ans, donc ça ne rajeunit pas, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Oui. Mon idée est toujours d'aider les gens, comme dit Wilhelm Reich, à aller jusqu'où ils peuvent, virgule, et un peu plus. C'est l'idée que je pense que tout individu peut devenir une meilleure version de soi-même. Pour ça, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'outils. Tout seul dans son coin, c'est moins simple. Donc, j'ai créé des méthodes, Oui. et des méthodes actives qui permettent aux gens d'améliorer à la fois leur qualité de vie, qui ils sont et leurs relations. Alors justement, toutes ces relations-là en fait, elles sont interdépendantes les unes des autres. Hein. Et en fait, on est toujours quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais, dans la vie, tu sais, Olivier, on ne fait que relationner. On fait que ça depuis qu'on est né. Or, moi, je pense qu'il y a un gros manque dans l'éducation initiale, l'école, c'est que on ne forme pas les gens ni à la communication interpersonnelle, ni aux relations. Et moi, j'ai eu l'idée, avec la méthode que j'ai créée en 2008, qui s'appelle la haute qualité relationnelle, de leur apprendre l'écologie relationnelle, c'est-à-dire éduquer sa manière de communiquer avec les autres, mais aussi de savoir faire une distinction entre les différentes relations. Tu as tout à fait raison, on n'a pas le même type de relation. Il y a les relations familiales, les relations d'amour, il y a les relations amicales, il y a les relations au travail, il y a les relations dans l'univers de la vie de tous les jours. Il faut savoir, et c'est ça l'écologie relationnelle, qu'il est bon de trouver la meilleure distance relationnelle suivant les relations. C'est ça que j'essaie d'apporter, avec aussi beaucoup de choses qui sont comprendre dans quel type de relation vous êtes, c'est-à-dire est-ce qu'elle est toxique, est-ce qu'elle ne l'est pas pour vous, ça aussi, personne ne l'a appris à l'école, savoir ressentir d'une certaine manière qu'est-ce qu'une relation toxique pour vous, et puis quelque chose qui a à voir avec le nouveau livre que je viens de sortir, et c'est aussi pour ça que tu me fais cette interview, c'est qu'il y a des relations qui aident à un individu à trouver le sens de sa vie et d'autres au contraire qui vous déroutent. Déroutantes, on pourrait dire, voilà. Alors justement, ce nouveau livre en fait, il est intitulé donc... Il est intitulé « Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie ». Oui. C'est mon 20e livre en 20 ans, j'ai pas chômé, hein, n'est-ce pas? Ça fait presque un livre par an à peu près depuis 2002, 2003, 2004. Alors, pour les téléspectateurs, tout de suite expliquer d'abord le sens du titre, découvrir sa mission de vie, et aussi par la mélothérapie. Oui. Je voudrais d'emblée dire que je l'ai coécrit avec mon meilleur ami psychanalyste jungien qui s'appelle Philippe Mazet, donc il y a une dimension jungienne. Alors d'abord, qu'est-ce que découvrir sa mission de vie? Nous, on part de l'idée, avec Philippe, c'est une vision essentialiste de la vie, que si notre âme se réincarne sur cette terre, elle vient pour une mission de vie bien précise. On n'est pas venu pour rien, mais on le savait là-haut, on l'a choisi. Il y a une dimension un peu speed dans notre vision des choses. Oui. Les gens viennent parce qu'ils ont un travail à accomplir, ils ont un choix de mission. Alors c'est pas mission impossible, c'est mission possible, mais cette mission, elle ne vous est pas donnée d'emblée dès le début, elle est à découvrir. Vous devez la dévoiler et tout le monde a une dimension d'effort. C'est pour ça que je crois beaucoup quand même. Il n'y a pas de fatum, il n'y a pas de déterminisme. Il y a quelque chose qu'on a choisi là-haut, mais volins nolins, il y a des gens qui vont réussir à l'atteindre et qui vont œuvrer pour chaque jour, et d'autres qui vont être complètement très très loin d'être alignés à cette mission de vie. Et ça, c'est un problème. C'est d'ailleurs pour ça que les coachs américains disent qu'il n'y a que 10% des gens qui vivent la vie de leur rêve, parce que les autres ne vivent pas leur mission de vie. Et j'adore cette phrase de Mark Twain: les 2 jours les plus importants de votre vie sont les jours de votre naissance et les jours où vous savez pourquoi.
Oui. Sous-entendu, pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Et je pense vraiment que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'aider à trouver sa mission de vie. Et pour ce faire, et c'est l'explication de la deuxième partie du titre, par la mélothérapie, mon meilleur ami et moi, on est très 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 férus de la chanson, notamment de la chanson française, mais aussi internationale, mais pour être très sincère, surtout de la chanson française. Et la mélothérapie, c'est l'idée que ça fait longtemps, Olivier, que je pense que l'amour qu'on a des chansons, et quand on aime 10, 20, 1000 chansons, et qu'on aime la réécouter 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ça a un sens plus que de l'écouter avec plaisir. Si on aime cette chanson, si on aime certains passages de cette chanson, je voulais en faire depuis très longtemps un outil de développement personnel, mais c'est ce que je fais maintenant avec la mélothérapie. La mélothérapie, c'est la thérapie, mélos vient du grec chant cadencé, thérapie, thérapie, soin, et donc c'est par les chansons que vous aimez. Le sous-titre, c'est « Je vais vous aider à découvrir votre mission de vie ». Autrement dit, je le dis autrement, dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelle est ta mission de vie. C'est ça. Alors, quelle est ta chanson préférée, justement, par rapport à ça? Alors, justement, c'est très bien, parce qu'il y a 18 clés dans le livre, et à la fin, on va commencer à faire un peu de mélothérapie, là, c'est ça. Et à la fin, sort en une phrase la mission de vie. C'est vraiment, le dispositif est extraordinaire, parce que les gens, en une phrase, après, ont ce pourquoi ils sont redescendus sur la Terre. Moi, je dirais que ma chanson préférée, c'est, j'en ai tellement, mais si je peux commencer par celle-là, c'est un Brel, parce que je suis le fou de Jacques Brel, et c'est certainement la quête de Brel. C'est la quête de Jacques Brel. Et maintenant, pour expliquer la mélothérapie, parce que je pourrais te réciproquer la question, pour qu'on fasse le jeu ensemble. Pourquoi pas, après, on demande à la personne, ça c'est la clé numéro 1, voilà une de vos chansons préférées, il la note, et à quel thème positif cette chanson vous fait-elle penser? Et moi je dirais découvrir justement ce pourquoi sa mission de vie, c'est ça. Et donc la première clé, c'est qu'est-ce que vous amenez à l'humanité? Eh bien c'est d'aider les gens à découvrir leur mission de vie. Par exemple, je te réciproque la question, donc quelle est une de tes chansons préférées? Parmi celles qui existent, en fait, il y a Goldman. Laquelle est Goldman? Laquelle? Changer la vie. Et alors, à quel thème positif te fait penser cette magnifique chanson que je cite dans ce livre? Quelle est... Pour moi, en fait, c'est le fait de pouvoir être utile à quelque chose ou à quelqu'un. Et ben voilà, ce que tu amènes à l'humanité, c'est que les gens trouvent ce pourquoi ils sont utiles sur la Terre. C'est ça le sens de ta vie. La première clé des 18 clés de la mélothérapie. Parce que tu as choisi cette chanson, mais ce qui compte, c'est aussi à quel thème positif te fait penser cette chanson, qui est un bijou. Jean-Jacques Goldman, c'est un génie. D'ailleurs, ça me fait penser que tu fais allusion à Jean-Jacques Goldman, et le livre, je l'ai aussi dédié, 1, à tous les chanteurs dont les chansons sauvent des vies, mais 2, à Jacques Pessis. Jacques Pessis, c'est un grand homme de la chanson, qui travaille comme moi, entre autres à Sud Radio, et qui a une émission extraordinaire qui s'appelle Les Clés d'une vie. Et je lui ai fait un long interview pour ce livre de plusieurs heures. Il nous a cité des anecdotes, parce que Jacques Pessis, tout le monde doit le savoir, a été un ami d'Aznavour, de Beko, et il connaît Goldman. Et il disait que Goldman était un génie, et je crois qu'on est d'accord tous les deux. Ah oui. Et il changeait la vie. Ces histoires de ces hommes qui vivent. Tu cites exactement, vraiment quelque chose qui a à voir avec la mélothérapie et la mission de vie, parce que les hommes qui citent dans cette chanson, le professeur, un simple professeur, un cordonnier, un simple cordonnier, mais là où ils sont, ils y mettent du temps, du talent et du cœur, et donc ils changent la vie. Donc si vous êtes à votre place sur cette terre, quel que soit le métier que vous faites un métier qui est aligné à votre mission de vie. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Tu as des gens qui font un gagne-pain, qui les ennuient. On le voit bien, une étude récente est sortie, il y a 2 Français sur 3 qui vont, c'est une étude qui est sortie Ipsos, 2 Français sur 3 vont travailler à reculons, sans le sourire. Eux, ils ne vivent pas leur mission de vie. Tu vois. C'est vraiment là-dessus qu'on a voulu travailler. Alors, comment on peut se rendre compte justement qu'on est pile poil aligné dans ce qu'on fait? C'est une excellente question. D'abord, il y a une dimension sensorielle et émotionnelle. Si tu te lèves tous les matins, en sachant où tu vas ce matin-là, tous les matins du monde, comme dirait un autre titre de film, et que tu y vas avec un énorme sourire, avec enthousiasme, c'est ça le mot, on sent enthousiasmement, et que tu sois payé 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, voire même tu pourrais le faire bénévolement, tu es prêt à le faire pas 1 fois, mais 2 fois, mais 3 fois, mais 4 fois, là tu sais que cette activité que tu fais, tu l'as fait avec un tel plaisir, un tel enthousiasme qu'elle est en phase avec ta mission de vie. C'est la mise en musique de ta mission de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ta mission de vie, elle peut se citer en une phrase, tu vois, mais après, elle doit être mise en musique ici-bas. Ici-bas, c'est un game. On est descendu pour jouer. Il y a tout un tas de choses de game ici. Et ce qui est intéressant, et tes téléspectateurs doivent le savoir, c'est que pour savoir que tu es dans ta mission de vie, d'abord, tu te sens joyeux. Ensuite, tu te sens libre.
Tu te sens pas sous emprise, harcelé. On voit bien toute la souffrance au travail pour des gens qui vivent des métiers qui sont voire des gagne-pains, des activités complètement algorithmiques et non pas heuristiques, et qui d'une certaine manière ne sont pas heureux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis troisièmement, généralement, quand tu vis ta mission de vie au travail, tu es entouré de gens avec qui tu es bien, avec qui tu as des relations de qualité. C'est ça, oui. C'est important aussi d'avoir à la fois l'environnement, parce que effectivement, quelqu'un qui fait un peu de tâche entre guillemets avec tout ça, ça vient nous plomber. Mais en tout cas, bon, c'est quelque chose auquel on ne devrait pas forcément faire attention, parce que au final, c'est juste le regard de soi, un regard de soi sur un autre, qui est en fait une espèce de projection de ce qu'on n'a pas trop aimé en soi. En fait. Tout à fait. Ouais. Tu as une autre question là-dessus peut-être, tu voulais continuer? Comment, par rapport aux relations toxiques, enfin c'est un autre chapitre, on va dire, de ce que tu as en fait. De la méthode HQR, voilà, oui. Comment en fait les relations toxiques en fait peuvent être soignées, ou en tout cas peuvent être magnifiées, on va dire. Oui, tu poses une bonne question, parce que savoir gérer les relations toxiques dans sa vie, ça a à voir aussi avec capacité de vivre sa mission de vie ou pas capacité. Je répète, tu te rappelles tout à l'heure, je te disais, tu as dans la vie des relations toxiques, moi j'appelle ça IRIT, identifier les relations inopportunes et toxiques, oui. Et les relations bénéfiques, identifier les relations opportunes et bénéfiques. Et tu as une autre famille de relations dont je parle là, qui s'appelle les IRAM, identifier les relations qui aident à la mission de vie. Oui. Alors comment, pour répondre très précisément et très concrètement à ta question, comment juguler les relations toxiques? D'abord, conscientiser que vous êtes dans une relation toxique. X% des humains, non seulement ne conscientisent pas, mais dénient, que ce soit en amour, en famille, en amitié ou autre, au travail, que cette relation dans laquelle ils sont est toxique pour eux. Parce que, comme dit mon ami Maurice Cyrulnik, le déni fait des dégâts. Oui. Si tu dénies, tu risques le burn-out, voire pire, la dépression. Non, il faut déjà conscientiser. Eh ben, soyons très simples. Tu es inconfortable dans cette relation. Tu es mal, tu marches sur des œufs, tu n'es pas bien physiquement, psychiquement, émotionnellement, énergétiquement, à tous les niveaux, tu n'es pas bien. Et donc tu sais que tu es dans une relation toxique pour ça déjà, Olivier. Alors, deuxièmement, je pense que tu as deux options. Évidemment, dans mon modèle cancer concentrique des cercles de qualité relationnelle que tu connais, parce que je sais que tu as lu certains de mes livres, tu vois bien qu'il y a des relations qui sont imposées. Les relations au travail, malheureusement, une personne qui a un CDI, si elle est avec quelqu'un de très toxique, cette relation, elle lui est imposée. Donc ça va être moins simple. Mais avec des relations non imposées, déjà, prends du champ. Vois cette personne moins souvent et moins longtemps. Tu m'as dit, tu espaces tes entrevues et tu la vois moins longtemps. Pour autant, à un moment donné, si la relation est vraiment trop toxique, moi, je conseille à tous mes stagiaires de prendre la poudre d'escampette et de couper cette relation. Justement, pour revenir à la mélothérapie, il y a une chanson du chanteur Wiz Khalifa dans laquelle il dit à un moment donné « Certaines personnes rendent ta vie meilleure en rentrant dans ta vie, alors que d'autres rendent ta vie meilleure en sortant. » Et une relation toxique, elle est forcément néfaste pour ta mission de vie. Parce que ces gens-là ne veulent pas que tu sois heureux. Ils ne veulent pas ton bonheur. On n'est pas dans la névrose bonbon dans la méthode de qualité relationnelle. On ne croit pas que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On le voit bien. Tu en as fait l'expérience dans ta vie. J'en ai fait l'expérience. Et les 8 milliards d'êtres humains en font l'expérience. Parfois, certains même au prix de leur vie. Tragiquement. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. On voit chaque jour sur Terre charrie son lot de drames et de tragédies. Ces femmes qui sont tuées par un ex-mari qui revient des années après. Ces enfants tués dans leur famille, des gens qui sont assassinés à droite à gauche. On ne voudrait pas que ça marche comme ça, la vie. On est d'accord? Oui. On aime l'amour avec un grand R, on veut transmettre l'amour. Voilà, on n'est pas des bisounours. C'est clair. Alors, donc cette méthode, justement, en quoi elle est utile justement pour notre époque? Alors, elle est d'autant plus utile pour notre époque, parlons que de la France et de l'Occident, mais on pourrait parler de beaucoup de pays du monde. Énormément de gens sont en quête de sens. Je vais l'observer, j'en veux pour preuve l'étude dont j'ai déjà parlé là, qui disent que 2 Français sur 3 ne trouvent plus de sens à leur vie professionnelle. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a, en plus du burn-out et du bore-out, le bore vient de l'anglais boring, c'est-à-dire s'ennuyer, il y a une autre maladie maintenant depuis quelques années, c'est le brown-out, c'est des gens qui n'ont plus de sens à leur travail. Ils vont travailler, mais ça n'a plus de sens pour eux. C'est-à-dire, ils y vont mécaniquement. Alors évidemment, pourquoi ils y vont? Ils y vont pour le salaire, ils y vont parce qu'ils disent c'est un gagne-pain et ça paye le loyer, ça paye la bouffe et ça paye les charges. Ok, mais ça, ce n'est pas avoir du sens à sa vie. Ça, c'est quelque chose qui fait que tu n'es pas la première version de toi-même. Oui. Donc notre époque, en ce début du 21e siècle, d'ailleurs, c'est drôle que tu me demandes en quoi ma méthode mélothérapie est intéressante, parce que
Malraux avait dit le 21e siècle sera mystique et spirituel ou il ne sera pas. Oui. Le 20e siècle. Force est de constater en 2024 est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort, parce que le 20e siècle, 21e siècle est plutôt numérique et intelligence artificielle. C'est vers ce à quoi on voudrait nous faire croire en tout cas. Ouais, mais en tout cas l'IA va être est déjà là. Oui. Et elle va être un tsunami. Ça va être monstrueux. On est vraiment la 4e révolution de l'humanité après la révolution du XVIIe siècle, la révolution industrielle. Là, on a une vraie révolution spirituelle. Les seuls qui sont spiritualistes pour l'instant et qui y croient à fond, c'est les islamistes et c'est les fondamentalistes musulmans, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour notre Occident. Oui. Parce que tout en étant un homme de tradition de gauche, petit-fils de Job très à gauche et de famille très à gauche, donc pas zémourien du tout, il force est de constater que les seuls qui sont prêts à se faire tuer pour une religion, c'est eux, c'est pas nous. Nous, nos religions, elles déclinent. Nos religions monothéistes, il y a de gens de moins en moins de cathos, moins en moins. Enfin, c'est vrai. Oui. Alors maintenant, en quoi c'est intéressant pour notre époque ? Je pense que dans notre époque, où les gens sont de plus en plus déroutés et divertis, oui. Mais les divertir, ça revient à les dérouter en fait. Divertare, ça veut dire être dévié du sens. Hein. Tout ce qui est divertissement, on voit bien qu'on est dans une civilisation du divertissement. Un grand philosophe l'avait dit avant moi, la société du spectacle, Guy Debord. Et c'est de pire en pire. Aujourd'hui, c'est H24, 365 jours sur 361. On a nos smartphones, on a Internet. La salle de jeu, elle est ouverte à chaque seconde de la vie. Et ça, on voit bien le nombre d'heures, j'ai consacré beaucoup, 2-3 de mes livres à cette question, dont passent les enfants, mais même les adultes et les seniors, sur les écrans, à regarder n'importe quoi, à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et c'est même pas de la culture, c'est un passe-temps. Un passe-temps, mais alors un passe-temps, et on se dévie, parce que c'est certainement pas comme ça qu'on va trouver sa mission de vie, hormis coup de chance par sérendipité, c'est-à-dire que voilà, on scrolle sur Insta, on scrolle sur TikTok et d'un seul coup on trouve quelque chose et en fait ça fait écho, il y a une prise de conscience chez certains, ça peut arriver, hein, c'est de la sérendipité, mais voilà, donc la mélothérapie c'est aider les gens par les chansons qu'ils aiment à mieux se connaître, connais-toi toi-même, donc ça permet de te recentrer, à mieux relationner avec les autres, à mieux comprendre qu'en fait il n'y a pas que du 2 dans la vie, il y a du 1. Et ça, moi, je crois, c'est pour ça que mon meilleur ami jungien est dans cette vision unaire de la vie, l'unus mundus, il en avait beaucoup parlé, Jung, hein, l'inconscient collectif, et il avait repris la tradition des alchimistes, il disait que voilà, il y a du 1, heureusement il y a du 1, parce que le 1, c'est pas la guerre, le 1, c'est l'amour, le 1, c'est l'unité, le 1, c'est la reliance. Et dans une époque, comme disait mon prof Edgar Morin, quand je l'ai eu en psychosociologie, où il y a un très fort sentiment de déliaison entre les êtres humains, des liaisons au travail, des liaisons dans les familles, des liaisons dans les couples, eh bien amener de la reliaison, c'est ce que j'essaie de faire avec toute ma méthode. Et ce livre plaît beaucoup depuis 2 mois parce que il parle de tout ça. Voilà en quoi il est pour moi essentiel pour notre époque. Alors, ce chemin justement que tu fais, en fait, c'est un chemin de vie, en fait, une espèce de mission de vie que tu as depuis des années. C'est la HQR, la haute qualité relationnelle. Tu as déjà dit que cette idée-là, en fait, était venue au Café du Croissant, justement, là où avait été assassiné Jean Jaurès. Tu m'as entendu dire ça lors d'une conférence, notamment à laquelle tu as assisté, parce que tu sais que je suis conférencier et je donne beaucoup de conférences, oui. Et c'est tout à fait vrai. C'était un soir de novembre 2007, ou 2006 même, enfin en pleine campagne présidentielle, où il y avait Ségolène Royal qui avait créé Désir d'avenir face à Sarkozy, et c'est la seule et unique fois où je suis allé, où Jaurès a été assassiné au Café des Croissants. J'étais avec mon meilleur ami, Philippe Mazec, qui est mon co-auteur, donc la boucle se reboucle, oui. Et on était en train de faire toute autre chose, on interrogeait quelqu'un, enfin peu importe, mais ce qui est intéressant, encore plus en termes de synchronicité jungienne, c'est ce que là je ne l'avais pas dit à la conférence, ça, là c'est un scoop pour ta chaîne, oui. C'est qu'en fait j'avais pris comme pseudo sur les réseaux sociaux, j'étais assez actif à l'époque en politique, je croyais encore un petit peu à la politique il y a 20 ans, j'y crois plus du tout 20 ans après, plus du tout, mais alors plus du tout. Je pourrais te parler des heures de ça, mais c'est pas le sujet, mais j'avais pris comme pseudo Jaurès. Et donc, quand tu vas à l'endroit où Jaurès a été assassiné, alors que ton grand-père, c'est quelqu'un de mon grand-père, a été un pilier du PC, mais lui, au temps où l'idéologie était un militant de base, et il y croyait en termes d'idéal. Et moi, je fais toujours la distinction entre les gens de base qui croient aux idéaux et les agissants là-haut, les classiques, n'est-ce pas ? On voit bien ce qu'ils faisaient, eux, du communisme quand c'était l'URSS, quoi. Vraiment, alors, honte à Sartre, pourtant j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, mais honte à Sartre d'avoir dit il ne faut pas décevoir Boulogne. Si,
il fallait pas décevoir Boulogne, il fallait rendre Boulogne lucide. Oui. Moi, je suis pour cette phrase magnifique de Voltaire, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. Et effectivement, au Café du Croissant, alors qu'on fait toute autre chose avec mon meilleur ami, un avocat et une autre personne qu'on est en train d'interviewer, j'entends dans ma tête haute qualité relationnelle. Et tout de suite, j'ai eu un signe hyper fort, je dis ça, c'est ma mission de vie. Je sors de la brasserie, je dis à mon meilleur ami, je vais créer quelque chose, ça s'appelait la haute qualité relationnelle. C'était presque un ordre qu'on m'avait donné. Oui. Un ordre de là-haut. Donc de là-haut, mes anges, mes guides, mes archanges, mes guides spirituels, là-haut en tout cas. C'était venu dans ma tête. Le lendemain, j'étais à l'INPI, je protégeais la marque et le label. J'étais à l'INPI et j'ai écrit le premier livre violet qu'on appelle La Bible de la HPR qui est sorti en 2008. Oui. Donc c'est forcément 2007. Et donc la campagne présidentielle est terminée. Et Sarko est président de la République et il a battu Ségolène Royal. On est en novembre 2007, donc on est après la victoire de Sarko, quoi. C'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que j'ai une dimension spirituelle dans ma vie aussi, pas que psy, même si je suis avant tout un psy, mais je pense qu'il y a une multiréférentialité nécessaire et que c'est une approche psy-espi qui sont importantes. D'ailleurs, notre livre tend à avoir une approche psy-espi, Olivier, tu vois. C'est intéressant parce que je pense qu'un jour j'avais vu une voyante, quelques années après, qui m'avait dit c'est évident que c'est Jaurès qui t'a donné ta mission de vie. C'est évident. J'ai une admiration sans bande pour Jean Jaurès. C'était du temps où un grand littéraire pouvait être un homme politique et encore amener quelque chose de littéraire. D'ailleurs, ils l'ont tué. Oui. Ils l'ont tué en 14 parce qu'il l'empêchait de tourner en rond et il voulait pas la guerre. Et il était ennuyant, on est d'accord. Ce qui est incroyable, je le dis aux gens de ta chaîne, oui, c'est que celui qui assassine Jaurès au Café du Croissant, il s'appelle Raoul Villain. Quel mot horrible. Sauf qu'il a été emprisonné, mais évidemment qu'il avait un ordre, c'était un missionnaire, c'était un loser, une merde, qui était rien du tout. Sauf que ce que savent pas trop les gens historiquement, c'est qu'en 1919, quand il y a son procès, cet homme va être acquitté. Villain va être acquitté de l'assassinat de Jean Jaurès, alors que tout le monde a vu cet homme tirer la balle sur Jaurès dans la rue, parce que c'était au mois de juillet, donc il faisait très beau, et Jaurès, voilà, 31 juillet, et Jaurès était là, devant la vitre, au niveau de la brasserie, donc tout le monde le voit, ce vilain, il ne se cache pas, hein. C'est évidemment un crime d'État, c'est un crime d'État qui a été camouflé pendant longtemps, et de là à ce qu'un jury populaire, en 1919, dit que cet homme est innocent, enfin après il va finir, très mal finir, et en 1930 et quelques, il va être assassiné par des républicains anarchistes espagnols, tant mieux, qui étaient évidemment proches de Jaurès, et qui le reconnaissent. Mais c'est une loque humaine, hein. C'est rien du tout. Enfin, ce qu'a fait, ça fait que finalement l'État s'est racheté en panthéonisant Jaurès 6 ans après, en 1924, et ils ont mis Jaurès à sa place, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà, Jean Jaurès, c'est un grand homme, et il est mort en martyr. De toute façon, voilà, est-ce qu'un seul homme aurait pu empêcher la guerre? Certainement pas. Ils ont tellement eu peur de la puissance de Jaurès, la force de persuasion de Jaurès du peuple, qu'ils l'ont tué quand même pour faire 1914-18, cette boucherie innommable. Enfin voilà, tu vois, là on est loin de la haute qualité relationnelle, mais toute ma gratitude à Jean Jaurès, de là où il est, à son âme, de m'avoir donné cette mission de vie pour laquelle je me bats maintenant depuis 2008. J'ai formé 120 000 stagiaires, je fais des stages en semaine, en entreprise, le week-end, à tout le monde. Et après, on est une communauté, un vrai état d'esprit se crée. Et après, on le transmet là où on est. Mais c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, parce que le jour de la mort, je la transmettrai. Oui. Et je pense vraiment que c'est tout un besoin d'humanité. Et c'est bien une chose qui est sûre, Olivier, c'est que les plus grands adversaires, en tout cas, les gens les plus éloignés de la haute qualité relationnelle, ce sont les politiciennes et les politiciens. Alors ça, je pense qu'on partage ça tous les deux. Hein. Oui. On partage ça tous les deux. Ah, c'est les pires. C'est les pires, je les ai un peu fréquentés. C'est les pires, c'est les plus faux, c'est les moins authentiques, c'est leur communication état dominante, manipulatoire. Moi, ma communication que je prône, état dominante, émancipationniste. Les deux mots viennent du mot même, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. Oui. Entre manipuler et émanciper, c'est pas la même famille. On parlait tout à l'heure de Jaurès. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait écho en fait par rapport à son histoire, c'est Coluche. On pourrait exactement dire la même chose aujourd'hui, ou il y a quelques années en tout cas, de Coluche. Il voulait vraiment changer les choses et puis comme par hasard, on l'a retrouvé. Un putain de camion, comme dirait Renaud, un putain de camion. Oui, c'est suspect. Hein. Oui. C'est suspect, d'autant plus que Coluche était en train de préparer un nouveau spectacle dans lequel il allait encore plus démonter les politiciens. On sait que Mitterrand voulait être réélu. On sait que Mitterrand avait
a un peu peur de ce qu'il allait faire comme spectacle à Bercy. Le spectacle était déjà rodé, il avait commencé à pas mal répéter. Bon, on ne saura jamais. Donc voilà, c'est comme pour Balavoine, on ne saura jamais. Mais c'est hautement suspect. De toute façon, je vais te dire ce que je pense plus profondément. Il y a les gens qui sont dans le cercle de feu, le cercle du pouvoir sûr. Le pouvoir. Bon, on voit bien que c'est pas des anges. Hein. Si Poutine était un ange, ça serait. Je regarde toujours une activité humaine à l'aune des gens qui deviennent les meilleurs dans une activité humaine. Parce que quand tu regardes les meilleurs, tu te dis cette activité humaine, qu'est-ce que c'est? Finalement, la vie, c'est des dizaines, des milliers d'activités humaines. Bon. La mienne, c'est la formation continue, le coaching, le développement personnel, relationnel. Je préfère parler d'ailleurs de développement relationnel, ce qui est au-delà du développement personnel pour moi. Moins autocentré, tu vois ce que je veux dire, altérocentré, développement relationnel. Et la vérité, c'est que des activités humaines comme ça ne peuvent être faites que par des gens qui font ce jeu-là. Et cette activité-là, comme avait dit Clausewitz, la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Enfin, Clausewitz, dans l'art de la guerre, il dit autrement. Il dit, la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Mais il y avait un grand philosophe qui avait retourné, c'est Alexandre Adler, qui avait retourné l'expression et qui avait dit, et donc la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Si tu veux être un grand politique, tu es forcément un guerrier et une guerrière. Sinon, ne fais pas de politique. J'ai eu un père comme ça et un grand-père comme ça. C'était des profils de guerriers. Ce que j'aurais pu être aussi. Oui. C'est généralement les mâles et les femelles alpha qui deviennent des leaders politiques, c'est pas les grands sages. Oui. Je me rappelle une chose, ce que tu me poses comme question, me rappelle que j'avais rencontré Stéphane Hessel au moment où il avait écrit Indignez-vous. Oui. J'avais eu absolument envie de rencontrer cet homme parce que j'avais trouvé son livre extraordinaire. Et j'avais eu une discussion rapidement à ce sujet-là avec lui. Rappelle-toi, c'était quelques temps avant qu'il meure, parce qu'il est mort assez âgé, à plus de 91 ans, mais il avait écrit ce livre qui avait cartonné, Indignez-vous. Mais ce qui est indignant aujourd'hui, c'est de voir que cette activité humaine-là, c'est celle qui s'occupe du vivre ensemble dans tous les pays du monde. Mais c'est pas des gentils, c'est des guerriers. Donc ça veut dire quoi aussi? Que les atouts humains qu'il faut pour être élu ne sont pas ceux qu'a une personne qui est un sage ou une sage. Un sage est dans l'amour, il n'a pas envie de faire la guerre. Et donc, CQFD, un sage ne peut jamais diriger un pays, ne peut jamais encore moins un empire et tout ça, puisque les empereurs et les rois et les présidents, quelle que soit l'étiquette, c'est le même profil de gens, avec des distinctions. On va pas mettre quand même Macron au niveau de Poutine, hein, on peut être fier d'avoir Macron et pas Poutine. Mais voilà, donc ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme contre-feu? S'occuper nous aussi du vivre ensemble, d'une autre manière, ce que je fais avec la formation continue, le coaching et le développement relationnel, avec beaucoup de lucidité, parce qu'on s'occupe des vivre ensemble. Eux, ils sont dans les hard skills, les compétences dures. Nous, Volins Nolins, on sera toujours dans les soft skills, les compétences douces, parce qu'on est des gentils. Et j'en suis fier, parce que la devise de ma méthode, c'est la force gentille. Ceci dit, comme je suis certainement le plus politique de tous les hommes de la formation continue et développement personnel, pourquoi? Parce que mes premières études, ça a été l'histoire. Oui. J'ai bac+5 en histoire, je fais qu'en histoire et après la Sorbonne jusqu'à la prépa à Greg, et avec anatomie familiale, donc je connais les deux. Je connais les deux mondes. Évidemment, j'ai choisi mon camp parce que j'ai envie d'être avec des gens de la lumière et des gens de l'amour, oui. Et pas des gens du bad. Mais Volins Nolins, comme avait dit Staline, le Vatican, combien de bataillons? Eux, ce qui compte, et ils pensent qu'on change le monde. Tu évoquais cette magnifique chanson de Goldman. On change le monde avec des bataillons, des baïonnettes, des kalachnikovs et des bombes atomiques. Et Volins Nolins, c'est un peu vrai. Alors, je n'aime pas ces gens. Mais là où Coluche a commis une erreur, Balavoine a commis une erreur, et toute personne qui devient très très connue a des velléités de leur faire un miroir, parce que Coluche devait penser exactement la même chose que moi, Balavoine aussi. J'ai une admiration comme toi sans bande pour ces hommes-là. Hein. Et ce sont des martyrs. Parce que quand tu vas jouer à un jeu, il faut connaître les règles du jeu. Et il faut connaître les gens qui jouent à ce jeu. C'est ça. Si tu es bon aux petits chevaux, si tu viens avec les règles du petit chevaux parce que tu es très bon aux petits chevaux et que tu viens jouer au Monopoly, parce que la politique, vous avez compris la métaphore, les petits chevaux ce serait l'art, Coluche était l'art, c'était un grand clown, Balavoine c'était un grand chanteur, et le Monopoly c'est la politique, c'est pas les mêmes règles du jeu, c'est pas les mêmes talents qu'il faut avoir, et si tu les ennuies un tout petit peu trop, d'autant plus que Coluche, l'erreur qu'il lui avait fait, c'est que Mitterrand lui avait fait un cadeau, pensant l'avoir acheté. En politique, on achète les gens, il n'y a pas qu'en politique.
Il y a 99% des humains qui s'achètent, il n'y a que 1% des humains qui ne s'achètent pas. Bon, j'ai un ami qui disait toujours, pour savoir ce que vaut une personne, tu lui mets une valise de billets là, de 3 millions d'euros, tu vois s'il est achetable ou pas. Mais voilà, mais 99,8% des gens, ils le prennent, les 3 millions d'euros. Bon. Eh bien, dès l'instant où tu rentres dans le cercle de feu, le cercle du pouvoir, quand je dis que Mitterrand l'avait acheté, c'est que Mitterrand lui avait fait les Restos du Cœur. Oui. Avec, comment il s'appelle, son mentor, son éminence grise, Attali, il lui avait donné les Restos du Cœur. Donc il avait réussi quelque chose, Coluche. Ça lui a pas suffi. Il avait fait le clown en 81. Il l'a payé de voir un de ses bras droits mort. Ils ont assassiné un de ses chauffeurs ou un de ses son régisseur. Il n'a pas entendu le message. On t'envoie des messages. Viens pas jouer. Moi, je ne jouerai jamais avec eux. Pourquoi ? Parce que je les connais et que moi, j'ai envie d'amener de l'amour, mais j'aime la vie. Je suis pas un martyr. Ça fait écho à un événement qui est arrivé il y a une poignée de jours là. Navalny. Navalny, c'est un martyr. Navalny se sauve sa vie à un iota. Il était empoisonné. Il est hors de Russie. Il aurait pu très bien mener être vraiment une horreur pour Poutine, un peu à la De Gaulle, en faisant la résistance extérieure. Eh ben non, Navalny retourne en Russie avec sa femme. Navalny, intelligent comme il était, il sait exactement ce qu'il fait quand il retourne en Russie. Il sait que dès qu'il met les pieds sur le sol russe, il est mort. Mais il le fait. L'âme d'un martyr, et je donne la définition freudienne du martyr, le martyr, c'est le témoin de l'inconscient des autres. Voilà, Navalny, paix à votre âme, bravo, vous avez fait votre mission de vie, on parlera de vous pendant des siècles, vous êtes devenu un homme historique, c'est simplement ce qu'il voulait, sa femme va continuer, les réseaux vont continuer. J'eusse aimé que ce soit suffisant pour que l'autre meure. Moi je veux la mort de personne, mais franchement, voilà quoi, on est écœuré par ce qui arrive à Navalny, mais Coluche c'est pareil, ils l'ont tué évidemment, ils l'ont tué parce que voilà. Après, il l'a cherché. Balavoine, il l'a cherché. Balavoine, pareil, une fois, 2, 3, 4e avertissement. Tu comprends pas ? Ce n'est pas ta mission de vie. Ce n'est pas ta mission de vie. Il a été déjà super utile. Regardez, en 2024, les Restos du Cœur, ça fait manger des très pauvres tous les jours. Sa mission de vie, c'était faire rire les gens. Et il était exceptionnel pour ça. Et bien, il nous a privés de ça. Il serait peut-être encore là, Coluche. Et il est mort à 40 ans, donc il sera encore là. Oui. Balavoine, il nous a privés de dizaines de chefs-d'œuvre. On a adoré énormément de chansons de Balavoine. Elles sont citées dans certaines pages des 157 chansons que je cite dans la mélothérapie. Balavoine, voilà, peut-être qu'ils lui ont fait la même chose à Balavoine. Il ennuyait vraiment son monde. Ce que je veux dire, c'est que n'allez pas là où vous ne devez pas être. Je suis clair ou pas ? Au risque de le payer très cher, de passer à la caisse. Et pourtant, paix à l'âme de Coluche, parce que je préférais toujours un naïf innocent à un cynique politique. Oui. Mais en même temps, on peut peut-être se poser quand même la question de savoir si c'était pas justement leur mission de vie, justement, d'alerter le peuple, même en étant sous le masque d'un humoriste ou d'un chanteur. Est-ce que c'est pas justement ce qui les a fait se faire propulser en fait Je vais aller jusque-là, mais regarde, je vais te donner une autre anecdote. Michel Serrault se rêvait séminariste, donc il fait un collège, je sais plus si c'était au Bernardin, peu importe. Donc, il était chez les jésuites et il voulait devenir prêtre, mais il faisait rire et pisser dans le froc tout le collège. Donc un père un peu plus lucide que d'autres, il y en a quand même chez les hommes de foi, l'a appelé un jour. Il était en 4e. Il lui a dit: Michel, je vais vous dire une chose. Vous faites rire non seulement tous vos copains, mais aussi tout le corps enseignant et tout le personnel administratif. Posez-vous la bonne question, Michel. Et il lui a dit cette phrase extraordinaire, moi qui ai profondément la foi. C'est: à quel endroit vous servirez mieux Dieu ? Et Michel, moi je pense que vous servirez mieux Dieu en faisant du théâtre qu'en étant un prêtre. Paix à l'âme de Michel Serrault, qui était un des plus grands clowns et grands comédiens de ces dernières décennies. Oui. On tombe d'accord là-dessus, Olivier. Oui. Et il l'a écouté, donc non, je pense que foncièrement la mission de vie de Coluche, c'était effectivement de faire rire les gens, de rendre lucide les gens en faisant un spectacle à Bercy, et il passait des messages, Oui. Et il avait réussi quand même à créer quelque chose qui est de la politique avec un grand P, au niveau de quelque chose magnifique qui se crée en faisant les Restos du Cœur. Ça c'est de la politique, pas de la politique aérienne, de la guéguerre, de la politique politicienne. Il avait réussi ça. Le problème de l'être humain, c'est qu'à un moment donné, quand tu peux avoir l'hubris aussi, la démesure, quand tu as des millions de gens qui t'aiment,
des gens qui croient en toi parce que ils sont tes fans, tu as des followers, et ben si tu en as trop, à un moment donné tu dis bah écoutez, moi j'ai pas plus ni moins que les autres en face, et en plus je les méprise, et en plus ce qu'ils font c'est manipuler les gens, moi je veux les éclairer. Oui, moi la seule, j'ai tourné le problème dans tous les sens, sur mes 20 livres, j'ai écrit 5 livres sur la communication politique, j'ai écrit des livres sur, tu les as vus, sur les campagnes présidentielles, j'en ai écrit, j'ai réfléchi à la question de la politique. J'ai participé à des réunions politiques, j'ai vu le profil des gens qui en font partie, je n'ai pas envie de les fréquenter. La vie est courte, 30 000 jours, 700 000 heures, sachant qui nous fréquentons, pour être bien. Bon. Ces gens-là sont dans le deux, c'est ou lui ou moi. Et Sarkozy dit toujours, ou tu es avec moi, et si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, il n'y a même pas le reste, et le reste du monde, il n'y en a rien à foutre, de toute façon, ça n'existe pas à leurs yeux. Bon. Tu es avec ou contre avec un politicien, et ils n'ont pas d'amis. Alors la seule clé que j'ai trouvée, c'est que nous ne mettions pas en place une culture d'opposition, justement, pas gilet jaune, pas machin, c'est la guerre ça. C'est une culture d'apposition. Apposons-nous, faisons sur la terre, en même temps qu'eux, pour notre époque, mais en nous apposant. Ils ne viennent pas nous ennuyer, on ne les ennuie pas, on n'en pense pas moins, mais pas commerce avec eux, c'est ça. La culture d'apposition, j'ai une vision très Jacques Salomé là-dessus. Avec l'écharpe justement, on en parlait tout à l'heure, là, elle te porte chance cette écharpe. Ce livre, je ne sais pas si il est directement dans le sujet, mais tu fais aussi référence dans tes conférences à 4 groupes de couleurs. Et il y a les bleus, les verts, les jaunes, les socio-styles. Voilà. Là, c'est pendant les stages aussi que je transmets ça. Je pense qu'un jour tu viendras expérimenter cela. Oui. Alors ça, je rends à César ce qui est à César. Ma méthode est ce qu'on appelle intégrative. Elle est à la fois de psychologie positive dans le mouvement de Martin Seligman. Elle est simple. Je crois vraiment que les outils relationnels doivent être simples et intégrative. Pourquoi intégrative ? Parce que j'y intègre des outils d'autres méthodes. Et notamment ça, ce à quoi tu fais référence, c'est les socio-styles. Ça a été créé par William Marston, ça, un génie de 1927 à Harvard. Ça vaut de l'or. Il existe 4 familles de communicants sur la Terre. Et connaître ces 4 familles de communicants, ça vaut de l'or. D'ailleurs, tous les gens qui un jour veulent faire un stage, ils peuvent venir sur hautqualitéorationnelle.fr ou christophe.com et s'inscrivent aux 4 coins de France, parce que je donne des stages partout, Paris et partout. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que depuis qu'on est né, on a eu des gens auxquels on s'est identifié et on a appris à parler, on a appris à communiquer au sens holistique du terme, en regardant papa, qui maman, qui nos frères, grands frères, grandes sœurs, bref. Et on est devenu, à partir de l'âge de 3 ans, d'une de ces 4 familles, ou jaune, ou rouge, ou vert, ou bleu. J'invite vraiment les gens à découvrir ce que c'est les socio-styles de communicants, parce que ça vaut de l'or de se former à ça. Le jour où tu es formé à ça, ta vie change radicalement, parce que tu sais d'abord quel est ton socio-style. Et connaissant ton socio-style, si on est dans connais-toi toi-même Socratique, tu te connais mieux. Mais deuxièmement aussi, tu vas pouvoir déceler, en observant, le socio-style de n'importe quelle personne en face de toi. Et ça va vous aider, que ce soit pour votre couple, connaître si votre conjoint est un rouge, un vert, un jaune, pour vos enfants, pour la vie professionnelle, connaître ton manager, ton patron, ta collègue, ton client. Alors ça vaut de l'or. Et franchement, là où encore une fois, j'en reviens un petit peu à mon côté, mais c'est comme ça. C'est une partie de moi et je ne veux pas me délester de ça. Ça fait ma singularité. J'ai quand même l'atavisme familial. Ce qui me révolte, Olivier, c'est que partout où je passe, que j'ai 20 personnes devant moi, 200 personnes ou 2000 personnes à d'autres endroits, ou 4000, à chaque fois que je demande en montrant ça, qui voit ça pour la première fois, j'ai quasiment 90% de la salle au minimum qui lève la main, alors que pour moi, ça devrait s'enseigner à l'école, dès l'école primaire. Oui. C'est donc une dimension manipulatoire, ils ne veulent pas éclairer les gens, ils seraient peut-être moins manipulables, tu vois. Je vais te dire une chose, pour moi, et c'est mon combat avec ma méthode HQR, la communication, ça devrait être un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et compter, et enseigner à l'école. Sauf qu'en France, c'est ce que je mettais au début de mon livre, Savoir gérer les personnes toxiques, vraiment au chez Dang, c'est que la communication, c'est un mot fourre-tout. On y met tout dans communication. On y met autant la com des pubards, des marketeurs, des communicants en politique, que la communication dont on parle nous. C'est pas la même communication. Nous, on apprend la communication authentique, mais en France, quand on dit que quelqu'un c'est un grand communicant, c'est plutôt parfois dépréciatif aux yeux des intellectuels. C'est un propagandiste. C'est un propagandiste, ou c'est un vendeur de choucroute ou de lessive, quoi. C'est Jacques Séguéla, un grand communicant.
Mais un grand communicant qui est quelqu'un qui sait se centrer sur l'autre, s'ajuster à l'autre, donc faire preuve d'écologie relationnelle, ça pour moi c'est un grand communicant. C'est pas la même, on est d'accord Olivier? Oui, c'est sûr, oui. Et apprenez les sociostyles, ça vous permettra de devenir une grande et un grand communicant. Moi j'appelle ça dans la méthode HQR, ça fait penser au VTT, un vélo tout terrain, un CTT, un communicant tout terrain. Voilà. Alors, par rapport à ce livre justement, est-ce que tu as déjà décelé des familles justement de chanteurs, peut-être? Alors on va aller plus loin. Oui. Tu fais un écho entre sociostyle et chansons. Oui. On a trouvé des chansons rouges, des chansons vertes, des chansons jaunes et des chansons bleues. Oui. Parce que suivant l'âme d'une chanson, les mots qui sont dits, le rythme parce que ce qui compte aussi c'est la mélodie, mélothérapie c'est la mélodie, eh bien tu as des chansons qui sont faites pour être mises dans la catégorie des chansons jaunes, d'autres des chansons, prends je sais pas moi, toutes les chansons de la compagnie créole, des chansons comme je sais pas moi, de Gilbert Montagnier, c'est des chansons jaunes, enjouées, enthousiastes, toutes les chansons liées à la fête c'est des chansons d'enthousiastes, jaunes, solaires. Bon, chanson verte, c'est des chansons très douces, une chanson douce par exemple, hein. Henri Salvador, une chanson douce, ça c'est une chanson verte, une chanson bleue, des chansons rouges, des chansons guerrières, des chansons de combat. Enfin oui, on a fait tout un jeu là-dessus dans la mélothérapie, bien sûr. Bien sûr. Et alors, pour revenir à l'actualité récente, Aya Nakamura qui chante du Edith Piaf, est-ce que ça s'insère dans la même chose? Ça fait scandale ça. Hein. Ah oui, ça pose question. Hein. Moi j'ai pas un amour sans bande pour Aya Nakamura, tu comprends ma litote. Hein. Elle est plutôt quoi elle? Elle est plutôt rouge vive, oui. Mais surtout un but de sa personne pédante et infatuée. Et moi j'aime pas les gens comme ça, j'aime la simplicité. On peut être un très grand chanteur et très humble. Hein. Regarde Patrick Fiori, regarde Jean-Jacques Goldman qui a arrêté, qui veut plus entendre parler de rien. Elle, c'est les antipodes. Elle a pris un melon. Et puis, enfin, ça jure quoi. C'est pas parce que voilà, moi j'ai des amis de tous les pays du monde, je suis profondément humaniste. Aya Nakamura, ça n'a rien à voir avec sa couleur, rien à voir du tout. Hein. Moi j'ai beaucoup d'amis africains et il y a des grands chanteurs africains, franchement immenses chanteurs africains ou d'origine africaine en France, comme Soprano ou autres, ou MC Solar ou autres, sont des génies et des mecs exceptionnels que j'adore. Mais Aya Nakamura, c'est pas ma cam. Voilà, je vais être très sincère. Voilà, moi je suis un mec cash. Et Aya Nakamura chantant Edith Piaf, franchement, non, franchement. Enfin, c'est pas fait un peu exprès, enfin justement pour mêler les genres. Oui, c'est anti-le pénis, c'est anti-Rassemblement National, c'est on prend quelqu'un de couleur, voilà. C'est très bien que malheureusement ça monte ça, hein, ce côté-là de la France, ça monte sévère. En plus, ils ont pris un acteur de cinéma qui fait penser à une star, je pense à Bardella, je ne sais pas ce qu'il lui trouve, mais en tout cas, les petites nanas, oui, elle lui trouve quelque chose. Et donc, c'est l'avenir, paraît-il, de la politique française, bel avenir entre nous. C'est l'avenir, c'est Bardella. Voilà, mais c'est peut-être lui qui fera triompher ces idées-là, parce qu'il a le côté beau gosse, crooner américain des années 60. C'est ce qu'on disait de Macron aussi, à un moment donné, hein, je crois. Mais bon. Oui, mais Macron, il a réussi. Oui. Macron, voilà, à ce moment-là, c'est devenu président de la République alors qu'il était parti de... Enfin, il n'était pas grand-chose quand il... voilà, on lui a mis le calendrier. Non, voilà, pour répondre à ta question, moi, j'aurais fait un autre choix. J'aurais fait un autre choix de la même façon que j'ai vu l'affiche des JO hier. Mais c'est n'importe quoi. Un patchwork de 1001 choses. Où est Charlie? Où est Charlie? Mais c'est n'importe quoi. Mais qui a eu cette idée-là? Ils ont voulu tout mettre et tout et rien, c'est les deux faces des mêmes pièces et ça ressemble à rien. Franchement, les Français sont un peuple qui se plaint, jamais content et tout. Alors c'est vrai, on va être fiers d'avoir les JO. Bah, pour l'instant, un peu commune ces JO. Hein. J'espère que ça va changer parce que franchement, c'est pas terrible. Ouais, on est mal parti. Mais voilà, on est mal parti. Continuons à penser que vous pouvez découvrir votre mission de vie par la mélothérapie. Pensez à vous. Pensez à ce chemin extraordinaire que la vie. La vie est un cadeau et vous pouvez la vivre en première classe. Et pour la vivre en première classe, franchement, c'est certainement de connaître le sens de votre vie qui compte, pas la mission de vie. D'accord. Cette mission de vie, justement, pour revenir en fait par rapport à ta méthode, est-ce que des personnes en fait se sont aperçues peut-être un peu trop tard justement de ne pas avoir eu le bon réflexe à un moment donné de changer en fait, de faire le petit coup de pied en fait qui les pousse à aller ailleurs ou aller justement vers
les bons rails en fait, les bonnes. Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi des vies qui ne sont pas en phase avec leur mission de vie parce qu'ils ont été influencés, sous influence, par des personnes extérieures à elles-mêmes. Je pense notamment aux gens qui ont une très grande névrose de loyauté, qui ont fait ce que papa et maman leur ont demandé de faire et qui ont été très dociles. Oui. Et eux, effectivement, ils ne vivent pas leur mission de vie parce que justement, ils ont accepté des dictats extérieurs. Et ça, pour certains, c'est le cas de beaucoup de gens, ça, Olivier. Beaucoup de gens. Et ils sont malheureux. Ils sont inconfortables. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, ma vraie question, ce serait de savoir, puisque dans l'idéal, ce serait que tout être humain vive sa mission de vie, 8 milliards d'êtres humains. Mon autre question est, est-ce que c'est faisable en l'état actuel de comment fonctionne l'humanité et comment elle a décidé de fonctionner depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. En idéaliste, ça c'est mon côté Jaurès, il faut tendre à l'idéal en prenant conscience du réel, très belle phrase de Jaurès. En idéaliste, je tends à ça. En réaliste, je ne suis pas persuadé que ce soit possible. Pour plein de raisons, c'est plurifactoriel. Et une des raisons majeures, psychosociologue et docteur en psychosociologie, je sais que les logiques internes des modes relationnels et comportementaux et même individuels des humains ne sont pas les mêmes à deux, ne sont pas les mêmes en petits groupes, mais qu'en masse. La masse, et pour cela, relisez tous les grands sociologues du XXe siècle, je pense à l'esprit des foules de Gustave Le Bon, la psychologie des foules, la psychologie des foules, ou les livres de Gabriel Tarde, qui te montrent le fonctionnement de la masse, le fonctionnement de la foule. La foule est imbécile, c'est ce qu'il explique, elle est instinctuelle. C'est César est mort, vive César. Marc Aurèle fait un monologue, ils ont tous voulu tuer César, puis il les retourne, et ils sont tous là à dire vive César quelques minutes après. Mais on le voit bien, regarde, les gens votent par émotion, ils votent pas par la raison, ils votent par une image. C'est pour ça que je te dis parler de l'avenir. Paraître, c'est être en politique. Ils s'en foutent de l'intellectualisation, la masse, la foule, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que tu veux? Regarde ce que nous offre le paysage politique de la prochaine élection américaine. Un homme, sauf tout le respect que je lui dois, un homme qui devrait être en EHPAD et qui a plus toute sa tête, qui est limite Alzheimer, qui a dit qu'il y a quelques mois il a déjeuné avec François Mitterrand, paix à l'âme des Français, tellement François Mitterrand, que j'admirais par ailleurs, est revenu sur Terre. Voilà, c'est monsieur Joe Biden. Oui. Et un escroc notoire qui a amené même son propre peuple à aller au Capitole, et j'entends dire par des journalistes américains qui sont en train de réécrire l'histoire pour expliquer d'une manière complètement manipulative, c'est bien que l'information ça se manipule, hein, t'as été un homme de télé pendant longtemps, oui. Que finalement non, les Capitoles ça n'a pas été une volonté d'insurrection, ils sont en train de réécrire l'histoire complètement, mais c'est tout ce qui est grave, c'est qu'il y avait tous les moyens pendant 4 ans que cet homme ne se représente pas, parce que la foule complètement conne, les monsieur tout le monde qui n'ont pas un dollar, qui bouffent des burgers et qui font du rodéo et qui sont au chômage, s'identifie, admire un mec qui les méprise notoirement, qu'on n'a rien à foutre d'eux, un multimilliardaire, escroc, mafieux et mec qui a lutté, enfin voilà, tu vas me dire, il n'y a pas plus brillant, il n'y a pas plus jeune comme personnage politique aux États-Unis, il n'y a pas quelqu'un de plus lucide, qui pourrait être plus représentatif? Certainement que si, mais les lois de la masse, de la légitimité, font que non, on va avoir Biden, Trump. Eh ben, je suis fier, je suis heureux de ne pas être américain, parce que je serais un New-Yorkais intellectuel ou artiste américain, hein, on dit que les New-Yorkais sont les plus européens des Américains, eh ben, je verrai ce qu'on m'offre. Évidemment que je m'abstiendrai, parce que tu vas voter pour... C'est ce qui se passe aussi ici. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est pareil, l'offre politique est catastrophique partout. Ça prouve le déclin de l'Occident, le déclin de notre civilisation, la décadence, parce que le cœur de notre civilisation c'est les États-Unis. Hein. Et bien voilà, quand tu as Biden-Trump, qu'on va voir là dans quelques mois, ça te dit tout. On va pas conclure là-dessus quand même. Non, on va conclure sur une note d'espoir. Une note d'espoir, justement, une note de musique. On parlait justement des chansons par rapport à tout à l'heure. Est-ce que tu as peut-être une catégorie d'artistes, ça on en parlait tout à l'heure, mais une catégorie de personnalités en fait du showbiz français en fait que tu as peut-être catégorisé justement par rapport à leur musique? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça c'était juste les chansons, mais les artistes chanteurs. Peut-être, oui, les chanteurs. Les artistes, tu sais, on ne peut pas les catégoriser. C'est-à-dire que ce qui est important par rapport à un artiste, c'est qui tu admires. Parce que généralement, quand tu aimes un artiste,
tu n'aimes pas qu'une de ses chansons, tu aimes énormément. Je ne vais pas dire que tu aimes tout son répertoire, mais tu aimes énormément de ses chansons. Pourquoi ? Parce que si tu l'admires, c'est que cette personne te parle et que tu te sens proche d'elle. Ça peut être une femme ou un homme d'ailleurs, et d'ailleurs dans notre panthéon d'artistes, on peut en avoir plusieurs. Ce qui est intéressant, je peux faire mon tiercé, tu pourrais faire ton tiercé. Moi je sais que j'ai joué à ce jeu, et je fais jouer à ces jeux en mélothérapie. Un, Brel, pour moi, Jacques Brel. Deux, Serge Lama. J'ai une grande admiration pour Serge Lama et je me sens très proche de l'univers de Serge Lama et des chansons de Serge Lama. Et trois, Michel Berger. J'ai une admiration sans bande pour Michel Berger, paix à son âme. Il y en a deux qui sont partis très tôt, mais ces chanteurs sont éternels. Et je dirais à tous ceux qui verront notre entretien que justement réfléchissez aux trois chanteurs ou chanteuses que vous admirez le plus. Regardez que généralement vous aimez X% de leur répertoire, c'est certainement beaucoup plus de 50%, oui. C'est près de 80-90%, même si on n'aime pas tout. Mais dites-vous qu'il y a des points de ces trois hommes-là qui font écho à qui vous êtes. Vous leur ressemblez en partie. Sinon, vous ne pourriez pas admirer leurs chansons et admirer l'être qu'ils sont. Après, tu vas me dire, et ça c'est vrai pour tous les hommes et les femmes publiques, j'en suis un donc je le sais, tu as l'homme et la femme publique que tu connais que de loin. C'est pour ça qu'on dit souvent d'un homme public, il séduit de loin et il irrite de près. Parce que, pas tous, mais il y en a qui n'ont pas cette congruence qui fait que lorsque tu vas les rencontrer, ce que tu pensais d'eux va être en phase avec la façon dont ils vont se présenter à toi. Mon papa, paix à son âme, disait toujours cette phrase magnifique, les grands hommes sont des gens simples. J'en connais quelques-uns depuis que je suis dans les médias aussi, et un homme j'ai pas vu beaucoup de gens simples, moi. J'aimerais bien que tous les grands hommes soient des gens simples, c'est pas le cas. Ils ont aussi une cour autour d'eux, c'est surtout ça en fait. Énorme, et ça les transforme, oui. Pas tous, oui. Mais les trois quarts, c'est difficile de ne pas être transformé. De pouvoir changer un homme, l'admiration des autres, et surtout de millions et des millions d'autres, peut te changer ou pas. Ou tu gardes cette distance, et je ferai référence à une chanteuse, et je finirai là-dessus, Olivier. Oui. Elle était à France 2 l'autre jour, et j'ai trouvé cette femme justement qui a réussi, alors qu'elle a eu une vie de star et de chanteuse, 60 ans de carrière, immense chanteuse d'origine bulgare, mais qui a fait sa carrière en France, c'est évidemment Sylvie Vartan. Et elle disait sur un plateau de France 2 l'autre jour qu'on lui a dit alors vous arrêtez vraiment, vous arrêtez, tu sais, je tire ma référence, clin d'œil à une chanson de Véronique Sanson, et elle a dit j'ai mon petit-fils qui m'a dit quelque chose et je finirai là-dessus. Ça montre la simplicité de la dame. Oui. Elle lui dit mamie, tu vas refaire encore Sylvie Vartan. Et je trouve ça extraordinaire. Oui. Moi je suis Christophe Médici, mais je ne fais pas toujours Christophe Médici. Voilà. Et quand tu rencontres Christophe, si tu as aimé Christophe Médici et que quand tu rencontres Christophe, il y a quelque chose qui est en phase, là tu aimes, comme disait mon papa, un homme simple. Et c'est à ça qu'il faut tendre. À la fois, belle conclusion en tout cas. Merci de ton invitation, Olivier. Merci à toi, Christophe. À très bientôt pour une autre émission, certainement pour un autre thème. Avec joie. Avec joie. Merci.